Il est 19h50, vous suivez votre journal sur NCI. Dans les titres de l'actualité ce vendredi, on fera le point de l'évolution de la situation épidémiologique dans le pays, concernant notamment la variole du singe avec 6 cas déclarés. Et puis le démantèlement d'un réseau de faussaires spécialisés dans la falsification de documents administratifs en Côte d'Ivoire. Les détails de cette vaste opération après les titres. Et puis Grand Bassam se prépare avec enthousiasme pour célébrer le 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Commerçants et riverains attendent avec impatience cet événement marquant. Et puis l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée vient de mettre hors d'état de nuire un réseau de faussaires. Leur modus operandi, délivrer aux usagers de véritables faux documents ornés de faux sceaux des autorités municipales et judiciaires, extraits de naissance, actes et décisions de justice, certificats de nationalité, casiers judiciaires, rien n'échappait à leur expertise criminelle. Ces individus ont été arrêtés par le détachement opérationnel de la police nationale, une unité spécialisée dans la traque des acteurs du crime organisé hors de nos frontières. Reportage de Thiemé Dandje et Eric Kimou. Yopougon, commune du nord-ouest d'Abidjan, quartier à Sanvon. Y sont cueillis ces mises en cause dans les faits de fraude documentaire, faux et usage de faux, de documents d'identité et autres actes administratifs dans les certificats de mariage et d'hérédité, des faits d'armes, désormais aux mains de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale et vite transférés à la base du détachement spécialisé de la police nationale. Sur les lieux, divers documents falsifiés, allant du certificat de nationalité à l'extrait de naissance, en passant par le casier judiciaire, le certificat d'hérédité et l'extrait de décès. Ils ont deux types de documents. Ils ont des documents de contrefaçon et ils ont aussi des spécimens qui sont authentiques. En plus de ça, eux-mêmes, ils produisent des documents. Mais ces documents sont contrefaits. Commune de Port-Boué, lorsqu'ils ont un seul spécimen, ils reproduisent ça et ils mettent dans leur ordinateur. À partir de là, ils peuvent produire autant de copies. En bonne place, tout un arsenal intégrant la logistique de production et les sceaux de procureurs et de greffiers de l'ensemble des juridictions, dans les sections de l'intérieur du pays et les tribunaux de première instance d'Abidjan. Ils reproduisent les cachets des magistrats et des greffiers de ces localités-là. À la suite de ça, lorsqu'ils ont un requérant qui sollicite un acte de cette localité, le requérant n'a pas besoin de se déplacer pour aller là-bas. Sur place, ils produisent le document et ils signent le document à la place de l'autorité compétente. Les présumés auteurs sont tombés dans le filet de ces hommes du commissaire divisionnaire major Binaté suite à l'achat de vrais faux documents débusqués par l'expertise au rayon ultraviolet. Cet ensemble d'éléments que nous voyons là, ce sont les éléments de sécurité du document. Par contre, ici, il n'y a rien qui apparaît. On voit le papier tel qu'il se présente. Ça voudrait dire que c'est un document contrefait. Le réseau démantelé a ses tentacules dans des pays voisins. Des complicités que l'unité opérationnelle s'affaire à débusquer pour couper la chaîne. Bien avant, les usagers sont interpellés. Il faut éviter d'utiliser les réseaux parallèles parce qu'ils vont vous délivrer un faux document et si vous ne faites pas attention, ça va vous rattraper plus tard. Vous avez besoin d'un document de justice, allez-y dans un palais de justice. La logistique saisie continue d'être exploitée. Objectif, démasquer les complicités internes et externes de ce trafic, des documents administratifs et les actes de justice. La Côte d'Ivoire vient une nouvelle fois en aide à des candidats à la migration en détresse dans le désert du Niger, après leur refoulement des pays de transit comme l'Algérie et la Libye. Cette opération de rapatriement concerne cette fois-ci 138 ex-migrants. À leur retour, ils ont été accueillis par le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, le docteur Gaoussou Karamoko, qui les a exhortés à saisir les opportunités offertes par le gouvernement pour leur insertion socio-économique. Reportage de Thiemé Dandje et Joseph Zécré. Après les appels au secours dans le désert nigérien, sur la route de l'Eldorado européen, retour au bercail pour 138 Ivoiriens, désormais ex-migrants. En première ligne pour leur accueil, la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, qui supervise les opérations de retour au pays, et l'OIM,
Organisation internationale pour les migrations. Installés dans le parking C de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué, tous se prêtent à l'exercice d'enregistrement des données et du profilage. À terme, au nom du ministre délégué en charge de l'intégration africaine et de la diaspora, Dr Gaoussou Karamoko invite les migrants de retour à saisir les opportunités d'insertion socio-économique sur place et se détourner définitivement des voies périlleuses de la migration irrégulière. On est confronté à une situation où on voit beaucoup plus de jeunes personnes ivoiriennes dans la nature du désert et même ailleurs, en prenant tous les risques possibles pour un parcours qui n'en vaut pas forcément la peine. Aujourd'hui, l'idéal, c'est de faire en sorte qu'ils comprennent le message de l'État de Côte d'Ivoire à travers justement cette grande expression qui est de plus en plus utilisée, l'Ivoirien nouveau, qui n'est peut-être pas encore bien compris. Quand on dit l'Ivoirien nouveau, ça ne veut pas dire nouvelle Ivoirien, ça ne veut pas dire qu'il faut changer l'Ivoirien en tant que personne, mais qu'on change notre façon de faire les choses. Et ces jeunes-là doivent comprendre qu'il y a des opportunités en Côte d'Ivoire, ils ont des opportunités d'insertion ici, il y a des opportunités économiques, ils doivent pouvoir capter. Et à défaut, s'ils veulent emprunter la migration, qu'ils soient vraiment dans les voies régulières, sûres et ordonnées, comme dit le Pacte mondial, parce que c'est un droit naturel, mais en même temps, il faut savoir faire la migration en toute responsabilité. La nouvelle vague de migrants de retour va séjourner dans les locaux d'une ONG à Grand-Bassam. Sur ce site, ils vont recevoir l'assistance de l'État et son partenaire, l'OIM, avant de regagner leur communauté d'origine. On fait à présent le point de l'évolution de la situation épidémiologique dans le pays concernant la dengue, le paludisme et bien sûr la variole du singe, dernière maladie qui vient de se déclarer avec 6 cas reportés. Le comité veille épidémiologique a eu une session extraordinaire pour faire le point de la situation face à la résurgence de la dengue et de la variole du singe. Le gouvernement veut vulgariser les tests qu'il a rendus désormais gratuits. Concernant la dengue, le comité de veille demande aux prestataires de santé du service public et du privé, devant toute fièvre, de poursuivre la réalisation du double test de diagnostic rapide de paludisme et de dengue. Les tests sont disponibles et gratuits. La lutte antivectorielle, démarrée dans la grande ville d'Abidjan, va s'étendre et s'intensifier dans les 33 régions sanitaires du pays. Dans le cadre de la lutte antivectorielle, la population doit s'attendre au passage des véhicules et des drones qui vont pulvériser des insecticides pour tuer les moustiques de la dengue et du paludisme. Le ministère recommande à la population d'ouvrir portes et fenêtres au passage des véhicules et des drones. En ce qui concerne la variole du singe, le comité veille rassure, pas de panique. Concernant la variole du singe ou monkeypox, le ministère en charge de la Santé rassure la population qu'il n'y a pas d'épidémie de variole de singe à ce jour. 6 cas sporadiques et isolés ont été notifiés. Notons qu'il n'existe pas actuellement de contamination interhumaine. Toutefois, il est recommandé aux populations de ne pas manipuler les animaux sauvages. Le ministre de la Santé recommande à la population de consulter le plus rapidement possible le centre de santé le plus proche, devant tout cas de fièvre ou d'éruption cutanée. Et direction à présent Bouaké, la ville est sous le choc après la découverte macabre d'une jeune mère de 25 ans et son enfant de 4 ans retrouvés morts ce jeudi matin. Le voisinage, les amis et les connaissances sont bouleversés par ces tragédies. Des détails avec Kassim Diabaté. Ce jeudi à Bouaké, les habitants du quartier Banco se sont réveillés avec ce drame au contour mystérieux. Nguessambour Tatiana, âgée de 25 ans et son fils de 4 ans, retrouvés morts dans leur maison. Alertée, la police sur les lieux trouve dans la chambre la jeune dame couchée avec son fils mort. À côté des 2 cadavres, une fillette de 2 mois, mais cette fois-ci en vie. Ce n'est que hier, j'étais au champ, que l'une de mes voisines m'a interpellé que cette dernière qui habite ma maison, mon entrée-couchée, depuis le matin, on ne l'a pas vue. C'est là, je me suis dépêché, mais ma première parole que je leur ai dit,
ne touchez pas la porte, allez alerter la police. Matin jusqu'à 8 h, on a découvert que sa porte était toujours fermée. Pour moi, comme elle m'avait dit la veille qu'elle partait vendre bac, faire extrait de sa fille là, qu'elle était déjà partie. Maintenant, on a pris son numéro et puis on a appelé. Quand on a appelé, le portable sonnait dans la chambre. On est parti avertir la police pour qu'eux viennent. Ils sont venus et puis ils ont cassé la porte. Ils ont découvert qu'elle était morte avec son petit garçon de 5 ans. Mais la petite fille de 2 mois, là, elle a survécu. Les corps ont été transférés à la morgue du centre hospitalier universitaire. Les enquêtes et analyses sont en cours pour déterminer de la cause de leur décès. À quelques jours de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance, la ville historique de Grand-Bassam est en effervescence. Que l'on soit commerçant ou riverain, on attend avec impatience cet événement marquant. Tous les regards sont tournés vers cette première capitale ivoirienne, prête à vibrer au rythme des festivités de l'indépendance. Reportage à suivre pour découvrir les préparatifs et l'enthousiasme. Niki Mamoussa. Ville historique de Grand-Bassam, qui a été choisi pour abriter les festivités officielles. Indépendance di Grand-Bassam, mais ici, Côte d'Ivoire indépendance. Pour les jeunes de la commune, accueillir un tel événement est un privilège. Comme vous pouvez voir, tout le monde est enthousiaste, content d'accueillir vraiment l'indépendance. Moi, je ne peux pas rester sans mon drapeau. C'est pourquoi il est là. Donc il est toujours là. J'aimerais, comme le drapeau est levé là, lever le drapeau de la Côte d'Ivoire partout dans le monde entier. Pour les habitants, cette cérémonie permettra d'améliorer la notoriété de la première capitale du pays. Bassam, c'est une ville historique, nous le savons. Donc c'est un plaisir pour nous d'accueillir l'indépendance ici à Bassam. Ça fait vraiment plaisir. Depuis ce matin, on constate vraiment un défilé des forces de l'ordre, on voit un peu les mises en place au niveau de l'autoroute, on voit un peu les mises en place et tout ça, on sent vraiment l'engouement et je pense que la ville de Bassam et la population de Bassam est prête pour accueillir l'indépendance. Étant la première capitale de la Côte d'Ivoire, vraiment c'est une grande joie pour nous. On espère qu'après cette indépendance, il y aura beaucoup de changements parce qu'on veut abriter encore beaucoup de personnes, la stabilité, plus de joie. Et puis qu'à chaque fois, on renouvelle ce genre de choses-là. On prend les villes à grands monuments pour faire ce genre de choses-là. Ça va vraiment inspirer la population à être motivée à accueillir l'indépendance. Pour rappel, la 63e édition avait également été prévue pour Grand-Bassam, mais annulée en raison du décès de l'ancien président Henri Konan Bédié, survenu le 1er août 2023. Cette 64e célébration est fortement attendue par l'ensemble des populations, singulièrement celle de la ville historique de Grand-Bassam. Le ministre Amédée Kofi Kouakou, en charge de l'équipement et de l'entretien routier, a visité jeudi le chantier de la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonais. Ce projet, un don du gouvernement japonais, vise à améliorer la fluidité sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Le ministre est venu constater l'avancement des travaux qui sont achevés à 96%. Reportage de Mardoché Kouassi et Chèque Bleu. Lors de son dernier passage sur ce chantier, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier avait annoncé la fin des travaux de cette phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonais pour le 31 juillet 2024. Ce jeudi, Amédée Kofi Kouakou était au rendez-vous pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Constat, l'ouvrage est achevé à 96%. Les derniers travaux de finition seront totalement achevés le 10 août prochain. Cet échangeur va accroître la fluidité sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, ex-VGE. Ça permettra à tous ceux qui vont quitter Makoni pour aller vers Trècheville, donc d'aller directement sans rencontrer ceux qui viennent de façon transversale au niveau du carrefour, de ce carrefour Solura. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci au gouvernement ivoirien et au gouvernement japonais pour avoir fait ce don. Je pense que lorsqu'on va finir l'ensemble de ces échangeurs, la circulation sur le VGE sera donc aisée. Donc on voulait rassurer les Ivoiriens que cet ouvrage il est quasiment terminé. Dans 10 jours, l'ouvrage sera terminé et on attendra donc les instructions de M. le Premier ministre pour
pouvoir inaugurer et ouvrir officiellement la circulation. Ce projet est un don du gouvernement japonais à la Côte d'Ivoire. La première phase, inaugurée il y a quelques années, a coûté 25 milliards, tout comme cette deuxième phase, qui porte sur un pont d'une longueur de 760 mètres, qui culmine à 20 mètres du sol. Les habitants du quartier Habitat Extension dans la commune d'Adjamé sont confrontés depuis plusieurs jours à une pénurie d'eau potable. Les robinets sont complètement à sec, causant nombreux désagréments aux ménages. Un reportage signé Mardoché Kouassi et Fulgence Kissiedou. Habitat Extension dans la commune d'Adjamé. Depuis plusieurs jours, aucune goutte d'eau ne coule dans les robinets. Les ménages de ce quartier qui ne recevaient de l'eau qu'1 à 2 heures par jour depuis plusieurs années ont vu la situation se dégrader ces derniers jours. Des femmes et jeunes filles sont obligées de se déplacer vers des points d'eau de fortune pour se ravitailler en eau. C'est pas une affaire d'aujourd'hui, ça fait un bon temps qu'on n'a pas l'eau. Soit l'eau peut venir peut-être à 1h du matin et puis ça se coule à 5h du matin. On va attendre encore 1h du matin, mais il y a d'autres quartiers aussi, pas du tout. Donc sans l'eau, comment on peut faire? Ceux de n'a qu'à voir l'idée de nous ici, on qu'à voir nous non c'est pourquoi c'est chez nous seulement il n'y a pas l'eau? Et pour ceux qui n'ont personne, encore moins la force pour aller à ces points d'eau, il faut recourir à des jeunes gens, moyennant 250 francs CFA le bidon de 20 litres. Pour faire monter l'eau, il faut payer 100 francs, 150 voire 200 francs par bidon. Donc si vous imaginez un peu qu'on prenne un seul bidon à 250 par jour, il nous faut 10 bidons pour pouvoir subvenir aux besoins de notre maison. On paye 2500 francs par jour pour l'eau. Et malgré ça, on nous envoie les factures. Alors finalement, on ne sait plus quoi faire. Une situation pénible pour ces familles, pour qui les nombreuses visites à plusieurs bureaux de la société de distribution d'eau potable sont restées sans suite. Moi, personnellement, j'ai été à la SODECI au plateau. J'ai rencontré quelqu'un au plateau qui nous a dit non, qu'eux ne s'occupaient pas de ça, qu'il faut qu'on aille à la Riviera Palmeraie, qu'ils ont un siège là-bas. On a été là-bas, on a rencontré des responsables. Et après, nos hommes ont pris le relais. On a passé à base de la SODECI ici, on a parlé de ça. Ils ont dit que franchement, ils vont remédier à ça. Mais jusque-là, zéro. Celle-ci évoque des travaux en cours pour tenter de justifier cette situation qui n'est pas sans conséquences pour ces ménages. On ne peut pas aller au travail, on ne peut pas manger, on ne peut pas aller à la selle, on peut rien faire. L'eau est source de vie. Sans l'eau, on ne peut rien faire. Donc il faut dire que tout est bloqué. On lance un SOS au chef de l'État, au gouvernement et à la SODECI. Franchement, ce qui se passe sur ce problème-là. Parce qu'on souffre. Du côté de la SODECI, on indique être à pied d'œuvre pour apporter une solution définitive à cette situation qui serait essentiellement due aux nombreux chantiers en cours dans la commune et qui aurait affecté le système de distribution de l'eau. En attendant, c'est toujours la croix et la bannière pour les populations d'Habitat Extension dans la commune d'Adjamé. Et du côté des Jeux Olympiques de Paris 2024, bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou vient de se qualifier pour les demi-finales du 100 mètres dames. Elle a fini première de sa série. Une autre nouvelle moins réjouissante, Mabundu Kone a terminé quant à elle 4e et a manqué de se qualifier donc pour le tour suivant. Et c'est ainsi que nous terminons notre journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à sa réalisation et je vous souhaite de passer un agréable week-end sur les antennes de NCI.